Très bien, d'accord. Voilà. Donc, le cours précédent, c'était la thérapeutique amovible. Donc, le cours d'aujourd'hui, où je vais vous parler un petit peu de la thérapeutique fonctionnelle en orthodontie. C'est quoi la thérapeutique fonctionnelle? C'est une thérapeutique qui agit sur les fonctions et d'une manière directe ou indirecte. Donc, en utilisant des appareils, c'est indirect. Sans appareil, c'est directement sur les fonctions ou les muscles. Donc, directement sur les fonctions, c'est-à-dire elle agit sur les fonctions pour corriger des fonctions erronées, ou bien elle agit sur les muscles pour normaliser la croissance. Nous allons voir ça en détail. Notre plan que nous allons suivre, il comprend la définition, bien sûr, de la thérapeutique fonctionnelle, puis nous allons parler un petit peu des théories de croissance pour comprendre un peu la philosophie de la thérapeutique fonctionnelle. Et après, nous allons voir en détail ce que c'est la thérapeutique fonctionnelle. On peut la diviser en deux grands volets. Donc, la thérapeutique fonctionnelle non mécanique. Donc, quand on dit non mécanique, donc elle utilise aucun appareillage. Donc, c'est directement sur les fonctions et les muscles. Et elle est appelée souvent la myothérapie ou la rééducation fonctionnelle aussi. Donc, deuxième grand volet, c'est la thérapeutique fonctionnelle mécanique. Donc là, c'est avec l'utilisation des appareillages fonctionnels que nous allons voir après. Dans ce volet aussi, il y a deux grands titres. Donc, la thérapeutique fonctionnelle, ou appelée aussi la rééducation des conduits neuromusculaires, toujours avec appareillage, ou la thérapeutique fonctionnelle orthopédique. Donc, la thérapeutique fonctionnelle orthopédique utilisant souvent les activateurs, ce qu'on appelle aussi les propulseurs, les propulseurs ou les activateurs de croissance. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la thérapeutique fonctionnelle quelle est la définition de la thérapeutique fonctionnelle? Pour ça, il existe d'abord, il faut savoir qu'il existe deux grands volets, d'accord, ou deux grands courants, les mécanistes et les fonctionnalistes. Pour les mécanistes, les dysmorphoses sont à l'origine des fonctions. Donc, c'est l'anomalie qui crée la perturbation de la fonction. Le contraire, pour les fonctionnalistes, c'est la fonction qui crée l'organe. Donc, une bonne fonction, qui dit bonne fonction, c'est-à-dire une bonne respiration, une bonne déglutition, une bonne mastication bilatérale alternée, une phonation équilibrée. Donc, qui dit une bonne fonction, dit un développement harmonieux des structures. Et le contraire est correct aussi. Donc, là, j'ai un affichage impossible de télécharger. Je vais éliminer. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, le contraire est juste aussi, donc une dysfonction, qui dit une dysfonction, dit une dysmorphie. Donc, quand on a un déséquilibre fonctionnel, le déséquilibre fonctionnel peut conduire à une croissance erronée, donc perturbée. Cela perturbe la croissance et donc apparition d'anomalies osseuses qu'on appelle les dysmorphoses. Donc là, plusieurs auteurs en parlaient dans ce sujet. Donc selon Roux, les troubles du développement squelettique trouvent leur origine dans les défauts posturaux. Donc Roux, il est plutôt fonctionnaliste. Donc il est fonctionnaliste. Nous avons d'autres auteurs qui admettent que c'est plutôt les dysfonctions ou les malformations osseuses qui favorisent l'apparition d'un déséquilibre fonctionnel. Donc, il y a un effet, si vous voulez, réciproque entre les deux. Qu'est-ce que c'est la thérapeutique fonctionnelle ou quel est le but de cette thérapeutique fonctionnelle? C'est d'obtenir un développement harmonieux de l'appareil odonto-maxillofacial. Par quoi? Par la stimulation de toutes les fonctions qui peuvent y concourir. C'est-à-dire, donc, stimuler une fonction ou stimuler un muscle pour
stimuler une croissance. Nous allons voir ça par la suite. Donc, on agit sur la masse musculaire pour avoir un effet sur la masse osseuse. D'accord? C'est ça le but de la thérapeutique fonctionnelle. Donc, nous allons survoler, à titre de rappel, le couloir dentaire de Chateau. Ce que vous voyez sur l'image au centre, c'est le couloir dentaire de Chateau où les forces s'annulent. Donc, nous avons les forces centripèdes représentées par le buccinateur et les muscles labiaux et les forces de la langue à l'intérieur qui s'annulent au niveau du couloir appelé couloir dentaire de Chateau. Donc là, si les forces sont opposées et égales, donc nous aurons 0 force au niveau de ce couloir. Donc là, nous avons l'équilibre dentaire. D'accord? Maintenant, si la langue, dans le cas contraire, si la langue est puissante, elle développe des forces très importantes, beaucoup plus que le buccinateur à l'extérieur représenté par les joues et les muscles de la lèvre antérieurement. Donc, si la langue est beaucoup plus puissante, automatiquement, nous aurons quoi? Nous aurons une projection des dents vers l'avant ou, dans les cas les plus sévères, une projection des maxillaires vers l'avant. Et tout dépend aussi de la position de la langue sur l'image à gauche, vous voyez, en vertical aussi. Très important de comprendre que la position de la langue aussi joue un rôle. Si elle est haute, donc l'effet sera beaucoup plus sur le maxillaire. Si elle est basse, donc l'effet nocif sera beaucoup plus sur la mandibule. Si elle est interarcade, ça peut créer carrément une divergence des maxillaires, ce que vous connaissez sous le terme de béance antérieure, donc ouverture de l'occlusion. Sur le plan transversal, sur l'image à droite, cela peut créer aussi une exo-alvéolie, dans les cas sévères aussi, voire exognathie. Voilà. Tout dépend aussi de la force. Maintenant, dans le sens contraire, si c'est les muscles labiaux et les muscles de la joue qui prennent le relais, c'est le cas contraire. Donc, si la lèvre ou les deux lèvres sont hypertoniques, ainsi que le muscle de la joue, cela comprime l'arcade et donc on a une étroitesse des arcades. Donc, vous voyez l'intérêt de ce couloir de Chateau. Donc, quand on a un équilibre des forces entre les forces internes représentées par la langue et les forces externes représentées par la musculature labiale et jugale, donc là, nous sommes un équilibre musculaire qui favorise un équilibre structural. D'accord? Voilà. Madame, s'il vous plaît. Oui. Il y a des étudiants dans la salle d'attente, si vous pouvez les accepter. Voilà. C'est ça mon problème. Quand je suis en plein cours, j'oublie. Donc, il faut me rappeler à chaque fois. Merci. Voilà, encore. J'admets. Je fais admettre tout, les arrivées toujours. Donc, encore 3 étudiants. Voilà. Je ferme la fenêtre de la salle d'attente. Voilà. On peut avancer? Oui. Très bien. Donc, par définition, c'est quoi la thérapeutique fonctionnelle? C'est la correction des anomalies basales. Donc, on peut corriger des anomalies basales en utilisant des monoblocs ou activateurs. C'est des appareils fonctionnels qui agissent sur le muscle pour stimuler la croissance des maxillaires. Donc, nous avons une transmission, si vous voulez, des forces par le biais de ces appareils sur les muscles
Et donc, si le muscle est stimulé, donc il y aura une action sur la pièce osseuse. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir une normalisation de la croissance des maxillaires. D'une autre manière aussi, nous avons la thérapeutique fonctionnelle qui a un effet orthodontique. Donc, on agit directement sur les fonctions perturbées pour les normaliser. Nous avons, à titre d'exemple, une respiration perturbée. Comme vous savez, la respiration physiologique, elle est nasale. Donc, si l'enfant respire par la bouche, donc la langue est basse, donc la langue ne joue pas son rôle morphogénétique sur le maxillaire. Comme vous savez, le rôle de la langue, quand elle est haute, la langue, elle exerce une force expansive sur le maxillaire. Donc, si elle est basse, nous aurons plutôt une étroitesse du maxillaire. Donc, vous voyez l'intérêt de la normalisation des fonctions et l'effet indirect sur les maxillaires. Nous passons à la diapositive suivante. Donc là, c'est pour vous parler aussi un petit peu des théories de croissance. Donc, selon Coepé, la forme de l'os, oui. S'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question? Les questions, c'est vers la fin. Vous pouvez noter par contre, vous pouvez soit la noter, vous mettez une feuille à côté de vous, vous notez, ou bien vous la notez dans les messages. Et je vais essayer de lire vers la fin. D'accord? Merci. D'accord. Je vous en prie. Donc, selon les théories de croissance, il y en a plusieurs. Je vais vous citer quelques-unes. Donc, selon Coepé, la forme adulte de l'os, elle est déterminée par la génétique et par l'environnement musculaire ou fonctionnel. Donc, les deux facteurs. Moss, il est plutôt fonctionnaliste, donc il favorise la théorie de la matrice fonctionnelle. Donc, pour lui, c'est la matrice fonctionnelle qui gère tout. Donc, c'est la matrice fonctionnelle qui gère le développement des pièces ou des unités squelettiques. Par contre, Wolff, pour lui, les forces de pression et d'étirement exercées sur l'os provoquent une modification de son architecture. Donc, il est du côté de la thérapeutique aussi fonctionnelle. Donc, il y a une interaction entre les deux. En résumé, donc la stimulation fonctionnelle erronée peut provoquer une dysmorphose ou une disharmonie. Dans le sens contraire, une structure bien équilibrée, bien développée aussi, assure un bon développement des fonctions. Donc, si la langue trouve un espace, elle est dans un espace suffisant, donc elle ne va pas agir néfastement, d'une manière néfaste, sur les maxillaires. Vous voyez, donc, c'est réciproque, si vous voulez. Donc, d'où l'intérêt de la thérapeutique fonctionnelle. Excusez-moi si je tarde à passer à la diapo suivante parce que je dois taper plusieurs fois sur mon micro pour que ça passe. Je ne sais pas si c'est un problème d'Internet ou c'est-à-dire de cette application Zoom. Donc, en résumé, quels sont les principes de base? On peut vous poser une question lors de l'examen. C'est très important de connaître les principes de base de cette thérapeutique fonctionnelle. Premièrement, nous avons modifié les conduits neuromusculaires ou les circuits neuromusculaires anormaux et continuer à normaliser des fonctions pour modifier la forme. Donc, s'il y a une respiration nasale, c'est très bien. Mais si l'enfant respire par la bouche, il faut lui demander de respirer par le nez, utiliser son nez pour développer le maxillaire. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, s'il n'arrive pas à respirer par le nez, il faut rechercher l'étiologie. Pourquoi il respire par la bouche? Maintenant, si vous n'avez pas une réponse à votre niveau, il faut l'orienter en ORL. D'accord? Il faut qu'il consulte un ORL pour rechercher une éventuelle obstruction due à la présence de végétation, par exemple, ou une déviation de la cloison nasale, d'accord? Ou autre, d'accord? Voilà, donc une consultation chez l'ORL est importante.
Voilà, pour voir pourquoi déjà il respire par la bouche et s'il existe un obstacle, éventuellement pour supprimer cet obstacle et favoriser une respiration nasale. Donc, restaurer un environnement fonctionnel physiologique, c'est très important, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une occlusion labiale. Il faut que l'enfant ferme sa bouche, d'accord? Pour qu'il y ait cet équilibre qu'on a vu tout à l'heure entre les muscles labiaux et la langue à l'intérieur dans le sens sagittal. Maintenant, si l'enfant a la bouche tout le temps ouverte c'est-à-dire par un excès vertical ou par une lèvre supérieure courte, ou là, il n'arrive pas à fermer sa bouche, là, c'est la langue qui va prendre le relais. D'accord? Donc, une projection des dents vers l'avant, par exemple. Voilà, donc il faut qu'il y ait une occlusion labiale, augmentation du volume de la boîte à langue, donc expansion des maxillaires, très important pour que la langue soit, c'est-à-dire, elle trouvera son espace vital, voilà, et elle ne provoque pas une avancée mandibulaire si elle est coincée à la mandibule. Donc, une Madame, respiration nasale très, très importante pour un développement suffisant des maxillaires. J'accepte encore, d'accord? Pour ça, je vous ai dit la dernière fois, essayez de venir à l'heure, d'accord? Pour éviter ces coupures, d'accord? Les étudiants, s'il vous plaît, le cours c'est 9h30, 9h30, vous venez tous à 9h30. Maintenant, si c'est un problème de connexion, je comprends. C'est un problème de connexion, madame. D'accord. Donc, troisième principe, c'est de supprimer les interpositions pathologiques. Une autre raison pour une coupure, excusez-moi. Oui. Hein? Je t'ai mis sur la table. D'accord, maman? S'il te plaît. Comme ma fille est malade un peu, donc elle n'est pas partie à l'école, excusez-moi. Voilà. Donc, supprimer les interpositions type succion, souvent, c'est-à-dire c'est la succion du doigt, c'est-à-dire qu'on cite comme exemple. Donc, supprimer les interpositions comme la succion digitale, un des doigts, la succion de la lèvre inférieure aussi très fréquente, la succion des joues, donc supprimer toutes ces interpositions entre les arcades et expliquer aussi à l'enfant que ces parafonctions sont néfastes pour son développement harmonieux. Diapo suivante. Voilà. Donc, quel est le mode d'action de cette thérapeutique? Comme je vous ai dit à la définition, c'est intervenir avec ou sans appareil. Avec ou sans appareil sur la croissance en utilisant des forces naturelles intrinsèques. Ces forces sont de trois types. Nous avons le potentiel de croissance, donc utiliser ce potentiel de croissance pour corriger une anomalie donnée. Je peux vous citer l'exemple de la classe 2 thérapeutique à responsabilité mandibulaire. Donc, on utilise l'activateur, qui est un appareil fonctionnel à effet orthopédique. Donc, on l'utilise pour corriger cette position reculée de la mandibule. D'accord? On l'utilise quand? Pendant la croissance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas créer un potentiel de croissance, mais plutôt, on va utiliser un potentiel de croissance dans le bon sens. C'est-à-dire, ou autrement dit, nous allons orienter la croissance dans le bon sens. Voilà. Donc, quelles sont les forces naturelles intrinsèques? Premièrement, nous avons dit le potentiel de croissance. Deuxième force, il y a des étudiants, excusez-moi, je dois les admettre. Voilà. Deuxième force naturelle musculaire. Excusez-moi, je dois fermer la fenêtre aussi. Voilà.
c'est les forces musculaires. Donc, utiliser les muscles directement ou indirectement aussi. Directement, c'est la myothérapie. C'est libérer, c'est-à-dire des forces musculaires qui sont entravées. Vous avez par exemple la mastication unilatérale. Donc, on demande au patient ou à l'enfant, où il faut sensibiliser l'enfant à sa mastication par le fait qu'il mastique d'un seul côté. Cela développe ce côté où il mastique. Donc, il faut lui expliquer qu'il faut mastiquer des deux côtés, bilatéralement, pour avoir un effet symétrique. D'accord? Et ne pas créer une déviation de la croissance, par exemple. Donc, par des gestes simples, orienter l'enfant à utiliser correctement ses fonctions. Il faut expliquer au patient qu'il doit déglutir tout en fermant la bouche. On ne déglutit pas la bouche ouverte. Nous allons voir tout ça en détail par la suite et avec des photos. Donc, indirectement aussi, grâce à des appareils que nous allons voir par la suite. Donc, en résumé, pour vous, utilisez des forces naturelles intrinsèques, soit premièrement le potentiel de croissance, deuxièmement la force musculaire directement ou indirectement, d'accord? Et nous avons aussi les forces éruptives des dents. Donc, utiliser les forces éruptives des dents. Par régression des molaires, entraînant le remodelage condylaire. Donc, quand on régresse les molaires, par exemple, nous avons un remodelage condylaire qui se fait au niveau articulaire et donc orienter la croissance dans le bon sens. Je vais voir la salle d'attente. Excusez-moi. Je dois admettre un étudiant. Voilà. On n'avance pas bien à cause des diapos qui sont bloqués. Je n'arrive pas à avancer. À chaque fois, en fait, que je vais à la salle d'attente, c'est bloqué. Donc, je dois redémarrer. Voilà. Donc, en résumé encore, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important pour vous, c'est qu'il y a la thérapeutique orthopédique fonctionnelle. Donc, elle agit sur la croissance en utilisant la musculature orofaciale, et la thérapeutique fonctionnelle mécanique et non mécanique, qui agit directement sur les fonctions. Voilà. D'abord, la thérapeutique fonctionnelle non mécanique. Donc, c'est une prise de conscience des comportements néfastes. D'accord? Donc, il faut expliquer au patient qu'il ne doit pas mettre le doigt dans la bouche, il ne faut pas sucer la lèvre, il ne faut pas sucer les doigts ou un autre objet. Et aussi, il lui expliquer la fonction physiologique, c'est-à-dire il doit respirer par le nez, comme je vous ai cité tout à l'heure. Il doit utiliser son nez pour respirer, pas sa bouche. Donc, voilà. Donc, sur la première photo, c'est la suppression des parafonctions. D'abord, prise de conscience, il faut expliquer à l'enfant. S'il ne coopère pas, là, vous devez utiliser des moyens. Ça, c'est un moyen très ancien, un anneau métallique sur le doigt que vous devez, bon, pas totalement, mais partiellement fixer, comme ça, pour que l'enfant ne puisse pas sucer son doigt. Maintenant, il y a d'autres moyens. Il y a le vernis hammer que vous étalez sur le doigt. Quand il met le doigt sur la bouche, il a le hammer, donc il le retire. Admettre encore. Voilà. Aussi, nous avons la gymnastique musculaire. Donc, c'est des exercices répétés plusieurs fois par jour pour introduire des praxis, c'est-à-dire normales. Donc, vous avez par exemple les masticateurs et les muscles labiaux pour améliorer une fonction. Donc, vous faites des mouvements réguliers. Ces mouvements doivent être progressifs avec des rythmes croissants. Donc, vous augmentez. Au début, il fait 5 fois, après, il fait 10 fois. Progressivement, vous augmentez. Vous demandez plutôt aux patients d'augmenter le rythme. Nous allons voir quelques exemples.
Premier exemple, donc gymnastique des orbiculaires des lèvres. Donc, si on veut renforcer les orbiculaires des lèvres, nous pouvons demander à notre patient de rapprocher les commissures, d'accord? Rapprocher les commissures tout en mettant les deux doigts en bouche pour s'opposer à ce mouvement, d'accord? Donc, s'il le fait plusieurs fois, cela renforce les muscles orbiculaires des lèvres, d'accord? Vous avez d'autres exemples comme la gymnastique des propulseurs. Donc, on peut, sans l'utilisation d'appareils. Ça, nous sommes toujours, je vous rappelle, dans la thérapeutique fonctionnelle non mécanique. Donc, on peut demander au patient, un autre exemple, d'avancer volontairement sa mandibule sans activateur, sans appareil. Donc, il essaie de retrouver ce contact dentaire antérieurement en avançant la mandibule. Voilà, donc c'est une gymnastique qui peut faire sans appareil. Il peut répéter plusieurs fois par jour, au début 10 fois, après 20, après. C'est compliqué, c'est difficile, on dépend de la coopération du patient, mais c'est faisable. Aussi, il y a d'autres gestes qui vous aident c'est-à-dire avoir des fonctions équilibrées. C'est dans le cas de la mastication unilatérale, il faut demander, je dois admettre, pardon. Donc, dans la mastication unilatérale, il faut rechercher l'étiologie. Pourquoi cet enfant mastique unilatéralement? Peut-être qu'il y a une carie du côté où il mastique pas, c'est-à-dire une carie qui l'empêche de mastiquer de ce côté, ou bien une interférence. Donc, s'il y a des interférences, il faudra les supprimer. S'il y a des dents cariées, il faudra les soigner pour rétablir cette mastication bilatérale. Donc, il faut toujours penser à l'étiologie des choses et rechercher pourquoi, demander pourquoi l'enfant respire par la bouche, pourquoi il mastique unilatéralement, dans le but de trouver l'étiologie et la supprimer et rétablir la fonction. La respiration, j'insiste pour la rééducation de la respiration. Donc, si l'enfant respire par la bouche, il faudra rétablir la fonction respiratoire nasale qui est la fonction physiologique. Et pourquoi on insiste sur la respiration? Parce qu'elle a un rôle très très important sur le développement des maxillaires. Donc, d'abord, prise de conscience. Et après, il y a des exercices à faire. Vous pouvez demander à l'enfant de garder une gorgée d'eau en bouche, comme ça. Cela va lui imposer de fermer la bouche et donc à utiliser son nez pour respirer. La même méthode, on l'utilise dans la déglutition aussi. La déglutition, je dirais la déglutition atypique. Donc, on met quelques gouttes d'eau dans la bouche de l'enfant et on lui demande de maintenir cette quantité d'eau en bouche sans l'avaler. Et comme ça, cela stimule la respiration nasale et stimule la déglutition. La déglutition, c'est-à-dire équilibrée. Maintenant, il faut savoir si la respiration est touchée, est erronée, cela influence la déglutition, la mastication et bien sûr la phonation. Donc, une fonction peut perturber le reste. D'accord? Donc, dans la phonation, pour stimuler les muscles, surtout les contacts de la langue, les contacts porés de la langue dans la bouche, donc on demande aux patients de prononcer les palatales, les L, les N, les D, les T, et les lettres sifflantes comme le S aussi. Cela aide à rétablir une fonction normale. Là, nous passons à la thérapeutique proprement dite, la thérapeutique fonctionnelle mécanique. Donc, utilisant des appareillages, appareillages fonctionnels, orthodontiques. Donc, le premier appareillage, c'est l'appareil rééducateur
ou appelée aussi la perle de Tuka. Quand vous voyez sur l'image, les deux images, donc c'est un appareil composé d'une plaque palatine et aussi une perle située antérieurement de la plaque palatine pour que l'enfant joue avec et pour stimuler une position haute de la langue. Nous avons aussi la grille anti-langue, comme vous voyez sur les images. Donc, la grille anti-langue peut être utilisée sur un appareillage, comme vous voyez sur la photo à gauche, un appareillage amovible. Donc, elle est placée antérieurement, c'est un genre de grille antérieure pour s'opposer à l'interposition linguale interarcade, ou bien être soudée sur des bagues scellées sur les molaires, comme vous voyez sur la photo à droite. Le LN, ou l'enveloppe linguale nocturne, c'est un appareil bimaxillaire, si vous voulez, donc il a pour but de rééduquer la langue. Aussi, les indications, peuvent vous poser une question sur ça. Donc, quelles sont les indications de l'ELN? C'est d'abord rééduquer la langue, c'est genre une enveloppe qui va entourer tout le volume lingual et il va laisser juste une ouverture au niveau du palais que vous voyez sur l'image en bas, d'accord? Ce qu'on appelle le tunnel de Bonnet, d'où le nom de cette enveloppe linguale nocturne de Bruno Bonnet. Donc, l'auteur qui a réalisé cet appareillage, c'est Bruno Bonnet, donc d'où son nom, enveloppe linguale nocturne. Pourquoi linguale? Parce que son port est, pourquoi nocturne? Parce que son port est, c'est-à-dire la nuit, donc c'est, elle est apportée uniquement la nuit. Donc il y a cette ouverture au niveau du palais qui va inciter la langue à retrouver un contact avec le palais en rétro-incisive. Donc c'est pour provoquer une position haute aussi de la langue. Vous voyez l'importance qu'on donne à la position linguale, aux forces linguales. C'est un muscle très puissant et d'où l'intérêt de donner toutes ces explications par rapport à la position linguale. Donc, revenons aux indications de l'enveloppe linguale nocturne. D'abord, rééduquer la langue. Aussi, elle peut être utilisée comme moyen de contention après un traitement expansif. Donc, vu que la langue peut être source de récidive. Et donc, nous passons à la description. Donc, il y a une ouverture rétro-incisive, là, que je vous ai expliqué, et un écran antérieur. Vous voyez l'écran antérieur que j'essaie de vous montrer avec la flèche du micro, donc qui empêche la langue d'aller vers l'avant, et des volets linguaux latéralement pour empêcher la langue aussi de s'interposer entre les deux arcades. Donc, une vue intra-buccale de l'enveloppe linguale nocturne en haut, sur l'image en haut. Voilà. Le pare-choc labial, appelé aussi le lip bumper. Le lip bumper, c'est l'indication majeure, c'est l'hypertonicité labiale. Donc, il peut être utilisé à l'arcade mandibulaire, comme vous voyez sur l'image en haut, comme il peut être utilisé à l'arcade maxillaire sur l'image en bas. D'accord? Donc, c'est pour s'opposer à l'effet musculaire hypertonique de la lèvre, que ce soit la lèvre supérieure ou la lèvre inférieure. Les écrans vestibulaires. Les écrans vestibulaires, là, il n'y a aucun élément actif. C'est un appareil aussi fonctionnel. C'est pour contrôler les forces produites par les bandeaux musculaires labio-jugales. Dans le cas où on a une musculature labiale très puissante et une musculature jugale très puissante, donc pour contrecarrer cette force, on met des écrans vestibulaires. Madame, s'il vous plaît. Il y a des étudiants dans la salle d'attente. Et c'est ça qui nous a bloqué. Et ça nous fait perdre beaucoup de temps, mais on fait avec, il n'y a pas de problème, on fait avec.
D'autant plus que l'Internet, ça je le confirme, elle est très perturbée ces jours-ci, hein. Moi, j'ai eu une bonne Internet, c'est-à-dire un bon débit à la maison et malgré, il y a eu cette coupure. Voilà, j'ai admis tout, je peux continuer. Donc, la plaque d'Eschler ou l'appareil de Bjorge, vous l'utilisez souvent en 5e année. C'est un appareil très intéressant, très simple de construction, mais il a un effet très, très intéressant sur les classes 3 fonctionnelles, c'est-à-dire, ce n'est pas les classes 3 héréditaires, squelettiques, c'est les classes 3 fonctionnelles, autrement dit, le proglissement mandibulaire. Quand il y a un proglissement mandibulaire, c'est fonctionnel. Et là, quand le patient arrive en salle, vous voyez une classe 3, mais après l'examen clinique approfondi, et j'admets, voilà. Donc, dans des cas pareils, dans les classes 3 fonctionnelles, nous pouvons utiliser cet appareillage fonctionnel appelé appareil de Bjorge, composé d'une plaque, comme vous voyez sur la photo, palatine, comportant un vérin à action sagittale et un élément antérieur qui est un arc vestibulaire prolongé en bas. Donc, c'est une plaque palatine, je dirais, encore une fois, mais l'arc vestibulaire, il est prolongé jusqu'aux incisives inférieures. J'admets encore. Donc, voilà. Donc, vu que l'arc vestibulaire est prolongé à l'arcade mandibulaire, donc la plaque agit en haut par le biais du vérin sur les incisives. Et l'arc vestibulaire a un rôle de blocage sur les incisives inférieures. Donc, cela corrige les classes 3 fonctionnelles. Je passe. Nous arrivons à l'orthopédie fonctionnelle. Nous avons vu l'orthodontie fonctionnelle mécanique, utilisant des appareillages mécaniques différents, la paire de Tuca, l'appareil de Bjorge, par exemple, le LN, c'est des appareils à effet orthodontique, c'est des appareils fonctionnels à effet orthodontique. Et là, c'est l'orthopédie fonctionnelle. C'est un effet direct sur la croissance. Utilisant quoi? Utilisant des activateurs de croissance que nous allons voir par la suite. Les activateurs, nous avons plusieurs types. Nous avons les activateurs rigides, les activateurs souples. Commençons par les activateurs rigides. Les activateurs rigides, c'est des activateurs confectionnés à base de résine. Donc, c'est indéformable, c'est rigide. Et elle dicte une position mandibulaire en propulsion ou en rétropulsion, c'est-à-dire elle impose à la mandibule une position soit antérieure, c'est le cas des classes 2 squelettiques à responsabilité mandibulaire, soit une position en rétropulsion dans les cas de classe 3 à responsabilité aussi mandibulaire. Nous allons voir ça en détail. Le premier activateur qui a été réalisé, c'est l'activateur de Robin. Robin, c'est l'auteur qui l'a réalisé. Il s'agit d'un activateur monobloc très simple. Il ne comporte aucun crochet. Il comporte uniquement un vérin à action transversale sur la plaque supérieure, deux gouttières latérales, comme vous voyez sur la photo, et deux volets lingots en bas. Voilà. Le port, il est de 12 à 14 heures par jour la nuit. C'est un port nocturne. C'est un port nocturne. Donc, l'enfant ne va pas le porter la journée. Il va juste dormir avec, mais de 12 à 14 heures. D'accord? Voilà. Donc, il peut le porter de 5 heures de l'après-midi, même s'il ne dort pas, jusqu'à le lendemain, 7 heures, et ça lui fait 14 heures par jour. Après, il y a eu une modification de ces activateurs. C'est comme ça qu'on a eu l'activateur ou le propulseur d'Anderson des classes 2. La différence, c'est qu'il comporte un arc vestibulaire qui peut agir sur une proalvéolie associée à la classe 2 squelettique et il peut comporter aussi quel est le mode d'action ou l'effet de ces activateurs? En fait, il impose une position antérieure, comme vous voyez sur la photo,
Dans les cas de classe 2 à responsabilité mandibulaire, il impose une position antérieure de la mandibule. Donc, on demande à l'enfant de propulser la mandibule jusqu'au bout, fréquemment jusqu'au bout à bout, incisive. Et donc, on enregistre cette position en utilisant la cire. D'accord? Une cire en fer à cheval qu'on chauffe un peu. On prend l'occlusion en bout à bout. Nous avons le moulage du haut, le moulage du bas. Donc, on met les deux moulages en occlusion corrigée, d'accord, sur articulateur. Après, on confectionne la plaque supérieure, inférieure, qu'on va coller avec la résine aussi. Bien sûr, suite à cette propulsion, comme vous voyez sur l'image, nous avons une surélévation postérieure, ce qui est marqué en noir. Donc, il y a un vide entre les deux qui sera comblé par quoi? Par la résine, d'accord? Voilà, pour stabiliser la mandibule dans cette position antérieure. Voilà, c'est ça le mode d'action de l'activateur. Donc, ça fait travailler les muscles propulseurs, d'accord? Ça fait travailler les muscles propulseurs de la mandibule. Donc, c'est un appareillage fonctionnel qui va agir sur le muscle pour avoir une stimulation de la croissance dans le bon sens. Encore des étudiants qui arrivent. Voilà. J'essaie d'avancer. Donc, nous avons les activateurs de classe 2 et de classe 3 aussi, hein, dans le sens inverse où on veut positionner la mandibule postérieurement dans les cas de classe 3 fonctionnels. Donc, c'est un activateur qui ressemble à l'appareil de Bjorge. Donc, l'appareil de Bjorge, c'est uniquement une plaque supérieure avec un arc vestibulaire prolongé jusqu'au incisive inférieur. Là, c'est un activateur, c'est un monobloc, mais qui comporte l'arc ou le bandeau d'Eschler. Le même principe, le mode d'action, que là, il y a ce qui est marqué en rouge, le bandeau vestibulaire prolongé jusqu'en bas, jusqu'aux incisives inférieures pour bloquer les incisives inférieures. Nous avons un autre type d'activateur, c'est les activateurs élastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas rigides. Les premiers activateurs qu'on a vus, les activateurs rigides, sont réalisés en résine. Donc, c'est vraiment dur, c'est rigide. Là, c'est élastique pour permettre une liberté de déplacement à la mandibule. Voilà. Donc, on peut citer le bionateur de Walter. C'est des appareils généralement vendus. C'est plastique, c'est par taille. Ou, voilà, nous avons le régulateur de fonction de Frankel qu'on peut réaliser au labo aussi. Il est composé de plusieurs pièces, donc c'est assez compliqué comme appareil. C'est pour ça le plus utilisé, c'est les activateurs ou les propulseurs d'Anderson et de Robin. Un autre activateur souple, c'est des activateurs vendus, préfabriqués, donc ils comportent un arceau externe pour gérer la dimension verticale aussi. Les 4 pièces de château aussi, c'est un activateur qui comporte 4 pièces. Pourquoi on l'appelle 4 pièces de château? Il comporte une plaque palatine, une plaque linguale, un arçon de propulsion et un équipement de planas. L'équipement de planas, c'est dans le sens vertical, c'est-à-dire. Les bielles de Helps, c'est genre de gouttière supérieure et inférieure, communiquées ou associées à c'est-à-dire un bandeau, si vous voulez, c'est un tube ou bielle appelé bielle qui pivote entre les deux vis. Vous voyez sur l'image, donc vous avez une gouttière qui relie vous avez un tube qui relie la gouttière supérieure et la gouttière inférieure qu'on peut serrer, augmenter la longueur de ce tube pour pouvoir avancer la mandibule et lui imposer une position antérieure. Le même principe, mais là, les biais sont placés, c'est-à-dire sont centrés, si vous voulez. Il y a une seule pièce centrée entre la plaque supérieure et la plaque mandibulaire.
Voilà. Donc, je reviens à la diapo d'avant. Là, c'est bilatéral, d'accord? Contrairement, dans les bielles de Helps, les bielles de Helps sont bilatérales, à droite et à gauche, d'accord? Par contre, les bielles de Martine et Tavernier sont placées au milieu, d'accord? C'est centré. C'est une seule bielle. Donc, pour résumer et pour parler un peu des limites de sa thérapeutique, bien sûr, chaque thérapeutique a ses limites. Donc là, les limites de cette thérapeutique, en fait, on dépend de la coopération du patient. Donc, ça demande de la patience, ça demande un effort continu, ça demande une bonne motivation du patient et de sa famille aussi. Donc, si l'enfant ne porte pas son appareil, nous n'aurons pas, systématiquement, nous n'aurons pas des résultats. Il y a aussi une contre-indication si l'enfant présente un problème psychologique. Donc, il ne va pas coopérer. C'est tout à fait normal. Si l'enfant est asthmatique aussi, s'il a des problèmes de respiration, donc automatiquement, il utilise sa bouche pour respirer. Donc là, le fait de mettre des appareils en bouche, cela entrave sa respiration. Donc, c'est une contre-indication pour ce type d'appareillage. Une autre contre-indication, une limite, si vous voulez, c'est quand on a une augmentation de l'étage inférieur. Parce qu'il faut savoir que ces appareillages, surtout les activateurs, là je cite l'exemple des activateurs, augmentent l'étage inférieur parce qu'ils provoquent une rotation postérieure de la mandibule. Donc, ces appareillages sont contre-indiqués en fait chez des patients pareils. Donc, cette rééducation fonctionnelle, on est limitée aussi par le temps, donc de préférence avant 10 ans, d'accord? Donc, la plupart des auteurs sont d'accord sur le fait que l'engrammation cérébrale est achevée à 10 ans. Donc, il vaut mieux agir avant 10 ans. Il y a une autre raison pour ça, c'est que la plus grande partie de la croissance est faite et déterminée avant l'âge de 10 ans. Donc, pour agir sur la croissance à travers les muscles, il faut agir précocement. D'accord? Il faut les corriger précocement. Voilà, je termine. Vous avez aussi la bibliographie ici, si vous voulez consulter, enrichir votre cours. Bien sûr, je vous l'envoie juste après ou en fin de journée. Je vais voir cela, parce que la dernière fois, pour vous envoyer le cours sur PowerPoint, c'était très difficile, je ne sais pas, par rapport à Internet. Donc là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais essayer de lire dans les commentaires. Les étudiants, vous êtes là? Madame, Oui. la respiration buccale est occasionnée par une position basse ou bien haute de la langue? Position basse. Non, écoutez-moi. Votre question, c'est est-ce que la respiration buccale est occasionnée par une position basse? Il faut reformuler la question en disant, parce que en fait, la position basse de la langue, ce n'est qu'une conséquence à une respiration buccale. C'est une conséquence. C'est pas la langue qui a provoqué ça. C'est plutôt une conséquence parce que l'enfant veut retrouver une voie de respiration. Il a le nez bouché, par exemple. D'accord? Par végétation, par un autre obstacle, le nez est bouché. Il doit respirer. Comment il va faire? Il va utiliser sa bouche. Donc, la langue, elle doit être basse pour libérer le carrefour aéropharyngé. D'accord? Donc, c'est une conséquence. Voilà. Donc, elle est basse. Pour répondre à votre question, si elle est haute ou basse, elle est basse. Par contre, la langue, elle doit être haute pour jouer son rôle morphogénétique. Elle doit être haute, plaquée contre le palais. Voilà. Merci, madame. J'ai bien compris. Très, très bien. Alors, d'autres questions?
Il faut savoir Madame, il y a une que tout le une programme question. de la 4e année, c'est sur la thérapeutique. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on va revoir ces appareillages plusieurs fois. Vous aurez plus de détails. Maintenant, si vous voulez consulter, enrichir vos données, vous avez la bibliographie en face. Faites une petite recherche, c'est toujours bien. Madame, il y a une question sur la boîte de conversation. Sur quoi? Il y a une question sur la boîte de conversation. Oui, oui, lisez-moi, s'il vous plaît. J'arrive pas à voir Il les vous dit qu'il messages. n'a pas bien capté le mode d'action des activateurs de classe 2. D'accord, je reviens sur l'image, comme ça vous comprenez mieux. En fait, l'activateur, c'est quoi son rôle? Je vais faire cette fenêtre pour que je puisse avancer. J'arrive pas à revenir, mais je vais expliquer comme ça. Donc, j'aurais aimé avoir l'image, comme ça je vous explique mieux. Mais en règle générale, l'activateur, comme son nom l'indique, c'est quoi? C'est activer la croissance. Ça veut dire utiliser un potentiel de croissance qui existe. Donc, il faut agir avant la puberté ou aux alentours de la puberté. D'accord? Donc, en dehors de la croissance, on ne peut pas utiliser les activateurs. On est d'accord. Déjà, ça, c'est le premier point. Donc, le mode d'action, c'est avancer la mandibule, dicter à la mandibule, imposer, si vous voulez, à la mandibule, une position antérieure. D'accord? La mandibule, en fait, elle est reculée. D'accord? Dans les cas de classe 2. C'est ça votre question. Elle est reculée. Donc, pour l'avancer, il faut la bloquer dans cette position. D'accord? Avec quoi? Avec l'activateur. Quand on la bloque antérieurement, les muscles propulseurs vont être stimulés pour produire de la croissance dans ce sens. Pour stimuler la croissance, si vous voulez, dans ce sens. Le principe d'action de cet activateur, c'est premièrement d'imposer une position antérieure et deuxièmement, c'est-à-dire au début, je vais vous parler cliniquement pour que vous simplifiez le message. Quand on demande à notre patient de propulser, on prend l'empreinte, on enregistre cette position antérieure de la mandibule sur articulateur, après on réalise l'activateur. Après livraison, quand on donne l'appareil au patient, on va lui demander de porter cet appareillage 2 mois jusqu'à 6 mois. Et on fait des contrôles, bien sûr. Au bout de 6 mois, quand vous demandez à votre patient de retirer cet appareillage de sa bouche, vous voyez que votre patient propulse naturellement. Il commence à propulser naturellement, sans l'appareil. D'accord? Mais après, si vous voulez remettre la mandibule en arrière, elle revient. Pour stabiliser cette position, il faudra quoi? Il faudra éliminer progressivement, au-delà de 6 mois, une fois que l'enfant commence à propulser, vous commencez à éliminer la résine qui est entre les dents, bilatéralement. Donc, cela provoque une égression des molaires postérieurement, et c'est ça qui assure le calage postérieur, ce qu'on appelle le calage molaire. Donc, une fois qu'on a ce contact molaire, la mandibule restera dans cette position. D'accord? Donc, vous dictez une position antérieure à la mandibule. Voilà. Maintenant, si vous faites juste la propulsion et vous ne provoquez pas l'éruption des dents postérieures, l'anomalie va récidiver automatiquement. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui, madame, il y a une autre question. Oui? Une minute. Il vous dit quelle est l'action appliquée par l'activateur Martin-Taverner. Tous les activateurs ont le même effet, c'est propulser la mandibule. Dans les cas de classe 2, bon, en fait, pour être d'accord, pour être clair, les activateurs sont beaucoup plus utilisés dans les cas de classe 2 à responsabilité mandibulaire, mais il existe une partie d'activateurs utilisés dans les classes 3, c'est-à-dire fonctionnels. D'accord? Mais sont d'une utilisation très très rare. Hein, d'accord? Les plus utilisés, c'est les activateurs de classe 2.
à responsabilité mandibulaire, quand la mandibule est reculée. Pour revenir à votre question, l'activateur de Tavernier, c'est une gouttière supérieure reliée à une gouttière inférieure par une bielle centrée au milieu. C'est le même principe des bielles bilatérales. D'accord? C'est le même principe, sauf que lui, il a utilisé une seule. D'accord? C'est toujours la propulsion de la mandibule. Est-ce que j'ai répondu à votre question?